Bonsoir. Bon, alors, enfin, évidemment, là, vous ne me voyez plus. Donc, bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour cette nouvelle séance du cours Nouvelle compréhension du monde. Je voudrais juste vérifier que Thiès nous entend bien et que tout le monde à distance nous entend bien. Et si ce serait possible, peut-être juste dans le chat, de nous indiquer si c'est bon. Pour le son, c'est bon. Donc, merci de votre présence pour cette nouvelle séance qui va être en dialogue entre Étienne Quéclin, qui est aujourd'hui sur les intelligences en lien et en écho avec la présentation de Habiba. Et Alexis. Je remets juste la présentation pour une seconde. Voilà. Petit problème technique d'installation. Merci beaucoup. En lien, en écho, en dialogue avec la présentation d'Adiba il y a 15 jours, 3 semaines maintenant. Après la présentation d'Étienne, Adiba va, comme la dernière fois, en sens inverse, ouvrir la discussion avec Étienne Quéclin et vous aurez ensuite l'occasion de poser des questions à Étienne Quéclin et à Adiba, donc en direct depuis l'École normale supérieure et via le chat pour vous toutes et tous à Thiès, à Ouagadougou, à Dakar, partout dans le monde. Bonne séance et je laisse la parole à Étienne Quéclin. Bonjour à tous. Bonjour donc à ceux qui sont présents ici. Bonjour à Thiès, bonjour à Dakar, bonjour à Ouagadougou. Voilà, et puis au reste du monde, peut-être. J'espère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Donc moi, je suis un neuroscientifique. Je travaille sur tout ce qui est le jugement, la prise de décision chez l'homme. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'intelligence du vivant. Par rapport, concernant ce que disait Adiba il y a 15 jours, la dernière séance, l'humain se perçoit comme occupant une place singulière dans le monde vivant, donc une place, on va dire, extérieure ou transcendante, et que cette singularité repose sur un esprit, une intelligence qui serait incommensurable avec les autres êtres vivants, notamment par ses facultés de raisonnement et de langage. Et c'est son corps, sa matière, notre matière à nous, mais par la génétique et l'évolution des espèces, qui procède d'une nature qui est partagée avec les autres êtres vivants. Donc il y a cette distinction, ce qui nous rapproche, ce qui nous ancre dans le monde vivant, c'est notre matière, notre corps. Et au contraire, ce qui fait nos singularités dans ce paradigme classique, on va dire, occidental, c'est notre esprit, et donc avec ses facultés qui lui sont propres, comme le raisonnement et le langage. Bon, évidemment, il y a quelques limites à ce paradigme. La première limite, c'est qu'il est loin d'être universel. Ce paradigme fait même figure d'exception dans les sociétés humaines. Donc on peut, par exemple, ce sont des travaux de l'anthropologue Descola qui montrent que cette distinction entre justement ce qui fait que c'est l'esprit qui nous distingue des autres animaux, par exemple, et le corps qui nous en rapproche, et ben, dans d'autres sociétés, on va dire plus animistes, c'est l'inverse. C'est plutôt, il y a un esprit qui est partagé et qui a des incarnations distinctes corporelles. Je ne vais pas détailler là-dessus, c'est très intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à lire les travaux de Descola, vous les connaissez sans doute. Voilà. Et donc, qui est tout à fait intéressant dans les limites du paradigme aujourd'hui, c'est que ces facultés de raisonnement et de langage qui nous sont propres, qui élèveraient, semble-t-il, l'humain au-dessus de la nature, sont produits aujourd'hui par une technologie qu'on appelle l'intelligence artificielle. Maintenant, par exemple, ChatGPT ou d'autres sont capables de générer des textes, un langage tout à fait impressionnant.
Et évidemment, le raisonnement, c'est pareil, hein, il y a beaucoup d'intelligences artificielles qui sont capables de résoudre des problèmes complexes, hein. Il suffit, par exemple, de jouer aux échecs ou tout ce que vous voulez, même des choses beaucoup plus complexes. Il y a des intelligences artificielles qui font de la résolution, de la démonstration de théorèmes, etc. Et l'autre difficulté, c'est que les autres facultés cognitives de perception et d'action qu'on partage avec le monde animal sont en réalité d'une complexité bien supérieure. Donc, pour exemple, on sait très bien faire des IA qui jouent au jeu de Go, par exemple, au jeu d'échecs, et qui sont meilleurs que les meilleurs champions du monde. Mais faire des IA qui sont capables d'évoluer dans un environnement réel, naturel, comme par exemple gravir un sentier escarpé, en fait, on ne sait pas faire aujourd'hui. C'est très complexe. C'est d'un ordre de complexité supérieur en fait à tout ce que sait faire l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas un jour, mais en tout cas aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est loin d'être le cas. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui avec vous, c'est de réfléchir à deux choses. Donc, c'est reconsidérer la place de l'intelligence humaine au sein du vivant, et donc s'interroger sur en quoi l'intelligence humaine est-elle une intelligence animale, donc une intelligence du vivant, et avec ses spécificités évidemment, et en quoi l'intelligence naturelle se distingue-t-elle de l'intelligence artificielle. Tout le monde m'entend bien, ça va? Tout se passe bien? Alors allons-y. Alors commençons par au fond ce qu'on appelle un être vivant. Rapidement, un être vivant, c'est donc une entité qui agit sur son environnement, qui s'adapte en retour aux modifications de son environnement. Donc c'est une entité qui n'existe pas indépendamment d'un environnement. Euh, Elle est son environnement et son environnement lui est propre également. On emploie un terme en biologique, on parle souvent de système autopoïétique, c'est-à-dire que c'est un système qui s'individualise et qui se différencie en accroissant ses interactions réciproques avec son environnement, y compris ses congénères pour les espèces sociales. Donc ça, c'est important, s'individualise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'absorption par l'environnement de cette entité, et elle s'individualise par rapport à ses congénères, mais en même temps, elle se doit, et c'est le propre du vivant, augmenter en permanence ses interactions avec son environnement, ses congénères, etc. Si elle s'individualise trop, si elle perd contact, si vous voulez, avec son environnement ou ses congénères, eh bien, une entité vivante ne survit pas. Donc ça, c'est vraiment une définition générale. Tout être vivant, en fait, obéit en quelque sorte à cette définition-là. Pour aller un peu plus loin, un être vivant également comprend des boucles de régulation interne. C'est-à-dire que non seulement un être vivant va agir sur l'environnement, va percevoir évidemment des modifications de l'environnement, mais un être vivant a une représentation interne de son environnement par le biais de modèles internes, si vous voulez, alors qui peuvent être extrêmement simples dans des organismes très simples, mais beaucoup plus complexes dans des organismes plus complexes. Un modèle sélectif qui permet, à partir d'un stimulus, de générer une action. Puis selon le résultat, on va adapter le modèle sélectif, il va se modifier. Et peut-être encore plus important, un modèle prédictif, c'est-à-dire que si telle action est réalisée, si l'être vivant réalise telle action, on peut, après apprentissage évidemment, plus ou moins ça dépend des espèces, on peut prédire quelles vont être les conséquences de cette action. Évidemment, si les conséquences observées ne sont pas celles qui sont attendues par ce modèle, il va modifier ce modèle. Donc ça lui permet d'anticiper les conséquences. Ici, vous avez l'univers animal auquel on appartient. Donc vous avez des animaux qui sont statiques, qui sont les éponges et les polypes.
Les éponges, alors la différence entre les éponges et les polypes, c'est tout ce qui est méduses, anémones de mer, etc. Tout ce qui est éponge, en fait, interagit par l'environnement, par filtration de l'eau. Et ce qu'on appelle les animaux, si vous voulez, c'est tous ceux qui se nourrissent de matière organique. Et donc, elles filtrent l'eau pour récupérer le plancton. Et après, il y a une évolution avec les polypes. Dans les polypes, il y a des ventres, il y a une digestion, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, il y a des tentacules. Et donc, l'animal est capable de récupérer de la nourriture, de la digérer. Donc, ça, c'est les animaux statiques. Et après, dans l'évolution des espèces, apparaissent des espèces mobiles. Les espèces mobiles les plus simples dans la phylogénèse, c'est les vers de terre, si vous voulez. Puis, enfin, il y a plein d'espèces de vers. Et là, c'est très important parce que à partir du moment où il y a une mobilité, il y a un axe de mobilité. Et ça veut dire qu'on va vers un endroit. Donc, ça fait un axe privilégié. Et l'ensemble des capteurs sensoriels vont plutôt se situer à l'avant, si vous voulez. Donc, au niveau d'une tête, il y a une tête qui apparaît. Et avec cette tête apparaît, en fait, la notion de cerveau. Donc, chez les espèces mobiles, apparaît cette notion de cerveau qui est liée, en fait, vraiment à la mobilité, au déplacement. Ensuite, évidemment, les vers évoluent vers un certain nombre d'espèces, comme les mollusques, les arthropodes, et puis les vertébrés. Ce qui distingue ces espèces-là, c'est essentiellement, par rapport à des vers, c'est qu'il y a une structure qui est mise en place. Ça devient des espèces structurées par des carapaces chez les insectes, des coquilles chez les mollusques, et puis évidemment, chez les vertébrés, le squelette. Le squelette va permettre, en fait, l'intérêt d'un squelette par rapport à une carapace, c'est que ça va libérer l'espace des mouvements possibles. Ça va donner beaucoup plus de degrés de liberté à ces mouvements. Et va donc apparaître une complexité de la motricité qui va apparaître avec, donc qui va apparaître dans l'évolution avec l'apparition dans le cerveau d'un deuxième petit cerveau, si vous voulez, qu'on appelle le cervelet, qui va essentiellement gérer toute la complexité de la motricité. Et puis, donc, chez ces mammifères, bon, les poissons sont des mammifères, occupent l'espace marin, et puis dans l'espace terrestre, il y a les tétrapodes, c'est ceux qui ont 4 membres, avec les reptiles, les amphibiens, les oiseaux qui occupent l'espace aérien, et puis finalement les mammifères qui occupent l'espace terrestre et qui se caractérisent par le fait qu'ils régulent leur température interne. C'est très important parce que ça permet d'avoir une stabilité par rapport aux variations de température de l'environnement. Et puis, donc du coup, il y a des poils. L'autre espèce qui qui régule sa propre température, c'est les oiseaux qui ont des plumes, qui les protègent aussi de l'environnement externe, alors que les reptiles amphibiens sont, comme on dit, ectothermes, c'est-à-dire qu'ils ne régulent pas leur température interne. Donc, ils sont dépendants de la température externe. Mais c'est moins important pour eux puisqu'ils vivent un peu dans un espace aquatique où les variations de température de l'eau sont plus faibles. Et donc, nous, évidemment, on appartient au domaine des mammifères. Et chez les mammifères apparaît une nouvelle structure qui s'appelle le néocortex. Ici, vous avez une image IRM du cerveau humain. Ici, vous avez le cervelet, c'est ce petit cerveau derrière. Là. Et ici, toute cette structure-là, la matière blanche, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le néocortex, et qui est donc le siège d'un certain nombre de facultés cognitives. Alors ça, le néocortex paraît très grand comme ça, donc ça paraît être, notamment chez l'homme, il est particulièrement développé. Mais même chez l'homme, le cervelet, bien qu'il soit tout petit, il comprend 5 fois plus de neurones que le néocortex. Parce que la complexité de la motricité, de l'action dans le monde réel, et comme je disais tout à l'heure, est d'un ordre de complexité bien supérieur à ce qu'on appelle les fonctions cognitives supérieures, comme le langage ou le raisonnement.
Mais bon, le néocortex a quand même c'est 10 puissance 11 neurones, hein, donc c'est quand même une structure tout à fait importante chez l'homme. Évidemment, elle n'est pas clairement développée chez l'homme. Et puis, le néocortex se développe parmi les mammifères. Donc, les mammifères les plus simples, ce sont les rongeurs. Et puis ensuite, il y a les grands mammifères, on va dire. Et puis après, il y a évidemment les primates. Et puis, parmi les primates, il y a l'humain. Ce que permet le néocortex, et notamment sa structure antérieure, ici vous avez un cerveau d'un rongeur. Ici, ça va être précisément une souris. Donc, vous voyez, on a de nouveau le cervelet. On a un cortex moteur, un cortex sensoriel, et puis on a à l'avant ce qu'on appelle un cortex frontal ou préfrontal, qui ici a deux structures, peu importe les noms, etc., et qui va permettre, chez tous les mammifères, en fait, de construire et de mémoriser un répertoire de modèles internes, ou si vous voulez, de stratégies comportementales, tout un répertoire qui va se créer au fur et à mesure de sa vie et dans lequel il va pouvoir puiser en fonction des situations auxquelles il est confronté. Donc, chez les rongeurs, on trouve déjà cette structure-là. Évidemment, on va la retrouver chez l'homme aussi, chez les primates, chez l'ensemble des mammifères. Donc, cette possibilité d'avoir de multiples stratégies comportementales en mémoire dans lesquelles on peut puiser. Alors, évidemment, qui dit de multiples stratégies dit qu'il faut savoir comment utiliser laquelle, quelle est la stratégie qu'il faut utiliser. Donc, il faut un système entre guillemets de raisonnement, de jugement qui va gérer, qui va permettre de décider quelle stratégie comportementale utiliser. Donc, chez les rongeurs, en fait, on a un raisonnement, comme on dit, ou un jugement factuel et réactif, qui est uniquement factuel et réactif. Factuel, ça veut dire que le raisonnement se fait uniquement sur la stratégie comportementale, les modèles internes qui sont en train de guider le comportement de l'animal, du rongeur. OK? C'est ça. Et réactif dans le sens où ce raisonnement, il ne porte que sur l'évaluation des prédictions du modèle prédictif en fonction des conséquences effectives de l'action qu'a entrepris l'animal. Donc, en l'occurrence, ici, les rongeurs. Donc, évidemment, c'est déjà beaucoup, mais ça, c'est limité, puisque d'abord, on ne peut évaluer ce qu'on fait que de façon réactive, c'est-à-dire que après avoir agi, on regarde si les conséquences sont conformes aux prédictions du modèle interne. Donc, évidemment, si les conséquences sont dramatiques, bah, ça peut être un problème pour la survie de l'animal. Et puis, évidemment, si ces conséquences ne correspondent pas au modèle prédictif, soit c'est là où il y a un arbitrage qui se fait, donc il y a déjà une évaluation de la distance entre les conséquences effectives et celles qui sont prévues, et donc il y a un arbitrage. Est-ce que je modifie mon modèle interne, ou est-ce que je décide, parce que je n'ai pas pu prédire ce qui se passait, c'est-à-dire que probablement ma stratégie comportementale, elle n'est pas adaptée à la situation. Est-ce que du coup, je décide de l'abandonner pour basculer sur une autre stratégie comportementale? Alors, évidemment, on ne peut pas basculer comme ça, c'est beaucoup plus complexe parce que ces stratégies, vous ne pouvez pas les attraper, elles sont dans votre mémoire, soit elles baignent dans votre mémoire. Et donc, en fait, il y a tout un système où il y a un remixage de ces stratégies et la nouvelle stratégie se remixe, etc. Donc, ça permet de créer en permanence de nouvelles stratégies. Je ne rentre pas dans les détails, c'est ça le sujet. Mais voilà, ce qui est important de mémoriser ici, c'est que chez tous les mammifères et donc chez les rongeurs, on trouve déjà ce raisonnement factuel et réactif. Chez les primates, on fait un saut, hein. Chez les primates apparaît, donc vous avez ici le cortex, le néocortex des primates, apparaît ici une structure, donc on retrouve ici l'OFC et
l'ACC sur la face interne, qui était déjà présente chez les deux structures qui étaient déjà présentes chez les rongeurs, mais on va trouver en plus un développement du cortex préfrontal latéral et qui va permettre chez les primates à avoir un nouveau modèle interne associé à chacune des stratégies comportementales qui vont guider le comportement, qu'on appelle le modèle contextuel. Et ce modèle contextuel, en fait, il va permettre d'évaluer, il va permettre en quelque sorte de sélectionner, si vous voulez, les stratégies comportementales selon le contexte dans lequel le primate agit. Donc, si par exemple je prends un exemple, vous avez faim et vous avez envie d'une pomme, vous êtes chez vous, vous allez dans votre cuisine pour aller chercher une pomme dans le frigidaire ou peut-être dans un panier à fruits sur la table. Par contre, vous êtes chez un ami, vous êtes invité chez un ami, vous avez faim, vous voulez une pomme, ben vous n'allez pas vous servir tout seul dans sa cuisine, vous allez lui demander si éventuellement il y a une pomme. Donc, vous adaptez votre comportement en fonction du contexte dans lequel vous êtes. Donc, ça peut être plus ou moins compliqué, complexe, etc. Mais on a cette structure fondamentale qu'on trouve déjà chez l'ensemble des primates qui permet cette adaptation. Et donc, ça veut dire que chez les primates, il y a évidemment cette possibilité d'avoir toujours des raisonnements factuels et réactifs, mais du coup apparaît la possibilité de faire du raisonnement proactif. C'est-à-dire que, en fonction des indices contextuels que j'ai, et des modèles contextuels que j'ai, je vais pouvoir, avant même d'agir dans l'environnement et de subir les conséquences de mes actions, évaluer si ma stratégie comportementale est adaptée à la situation, en fonction de mes apprentissages passés, évidemment. Donc, je fais du raisonnement proactif avant d'agir dans l'environnement. On passe à l'homme, alors on va assez vite, mais bon, l'idée, c'est pas de faire un cours de neurosciences. Chez l'homme apparaît une nouvelle structure. Grosso modo, l'ensemble des structures frontales sont les mêmes chez les primates et chez l'humain, sauf une structure qu'on appelle le cortex frontopolaire qui apparaît chez l'homme et qui, en fait, va lui procurer une petite fonctionnalité supplémentaire que est le raisonnement contrefactuel. C'est ce que montrent les études. Les études montrent qu'en fait, l'intérêt du cortex frontopolaire, c'est que chez l'humain, il peut y avoir une évaluation du modèle factuel qui guide le comportement, mais il y a une évaluation en plus de plusieurs autres stratégies comportementales en parallèle. C'est possible. C'est-à-dire, typiquement, bon, il se passe tout ce qui se passe chez les primates, humains, mais en plus, l'homme a la capacité de se dire, ah, je suis en train de faire ça, peut-être que je devrais en changer, et peut-être que ce que j'ai en tête là, j'ai autre chose en tête qui pourrait mieux s'appliquer à la situation. C'est ce qu'on appelle le raisonnement contrefactuel, c'est-à-dire, en neurosciences, c'est-à-dire que le raisonnement ne porte pas uniquement sur ce qui est en train de guider mon comportement, mes états mentaux qui sont en train de guider mon comportement, mais je peux avoir des états mentaux alternatifs, qui ne sont pas ceux qui sont en train de guider mes comportements, mais que j'évalue en parallèle et qui me permettent de éventuellement basculer directement sur ces stratégies alternatives, voire de faire des hypothèses et puis les abandonner ou les confirmer, etc., dans mon comportement et dans mon raisonnement de façon plus générale. Et ce que montrent les neurosciences, c'est que le raisonnement, ça n'est rien d'autre que agir, non pas dans l'espace physique, si on parle du raisonnement, on va dire, abstrait, il ne se passe pas dans l'espace physique, mais c'est pas une action dans l'espace physique, mais c'est une action dans des espaces mentaux. Et en fait, toute la mécanique, si vous voulez, neurologique du raisonnement et du contrôle du comportement, en fait, est exactement la même.
Et donc là, vous voyez, par exemple, ces régions frontopolaires là qui, en fait, sont en train c'est une expérience qui montre que ces régions frontopolaires chez l'homme sont en train de monitorer, d'évaluer des stratégies alternatives que le sujet a en tête, mais qui ne sont pas celles qui déterminent son comportement. Donc des alternatives à ce qu'il est en train de faire. Des hypothèses alternatives ou des stratégies comportementales alternatives. Ouais, ça, ça va. Donc, pour résumer, si on parle du raisonnement humain, on peut dire qu'il procède du raisonnement des mammifères dans ses composantes factuelles, réactives et proactives, et qui comprend une composante spécifique, dite contrefactuelle, qui lui donne la faculté de raisonner sur plusieurs hypothèses en parallèle. Une autre spécificité chez l'homme qui apparaît, structurelle, c'est chez l'homme apparaît un faisceau de fibres très important qui relie le cortex, principalement le cortex auditif, mais de façon un peu plus générale les autres régions ici, avec les régions frontales qui s'occupent du contrôle du comportement. C'est ce qu'on appelle le faisceau arqué. Il préexiste déjà un petit peu chez les grands singes, donc notamment les chimpanzés. Il est beaucoup moins développé, mais il est énormément développé chez l'homme. Il se développe dès la naissance, et il est même d'ailleurs asymétrique. Chez les droitiers, il est plus développé dans l'hémisphère gauche. Et en fait, alors qu'à l'inverse, la connectivité entre le cortex auditif chez l'homme et des régions ici qui s'occupent de la fuite, si vous voulez, le système d'alerte, sont beaucoup moins développés chez l'homme que chez les chimpanzés. Donc, il y a un arbitrage. Le système auditif chez les grands singes va surtout servir de système d'alerte, Chez l'homme, le système auditif est connecté à un système de contrôle du comportement. Et c'est ça qui va avoir une importance importante pour l'apparition du langage humain. Alors, pour parler un peu du langage humain, en quoi le langage humain est-il il appartient au vivant, en quelque sorte, à l'intelligence du vivant. Pour ça, donc le langage, c'est évidemment un système de communication. Et un système de communication, c'est évidemment des rapports entre des signifiants, des signes, et des signifiés, donc une information qui est véhiculée par le signal que forme le signe. Alors, vous avez trois types de relations, trois grands types de relations entre un signifiant et un signifié. Vous avez la relation de type iconique, c'est-à-dire que vous avez une relation non arbitraire entre un signifiant et un signifié. Donc, typiquement, le signe là-haut, qui donne la sortie de secours, c'est une icône, c'est un signifiant, ça vous indique que là, il y a une sortie de secours. Là, vous pouvez sortir. Mais la relation n'est pas arbitraire, vous n'avez pas besoin de l'avoir apprise, vous comprenez que là, c'est par là qu'on fuit. Okay. Donc ça, c'est typiquement une icône. Ensuite, vous avez une relation de type index, d'indexation. Chaque signe arbitraire, ce sont des signes arbitraires, isolés, fait référence à un objet dans le monde réel, mais pas de relation entre ces indices. Donc, chaque indice, si vous voulez, a une relation avec un objet via du monde réel, mais ça peut être aussi un objet d'un espace mental, etc. Des exemples d'indices, c'est par exemple le nom des salles à l'ENS. Ici, c'est la salle Cavaillès. Ça fait référence à cette salle-là, mais il n'y a pas de lien entre la salle Cavaillès et puis la salle Beckett. Il n'y a pas de lien entre Beckett et Cavaillès. C'est des noms qui sont donnés comme ça. Donc, c'est un système d'indexation. Mais évidemment, ces index sont porteurs d'informations. Si on vous dit le cours a lieu salle Cavaillès, vous savez où aller pour assister au cours. Et puis finalement, vous avez cette dernière relation qui est un système symbolique, qui sont le symbole, où les signes sont reliés. Donc, en plus d'être des index, ces index, dans le système symbolique, sont en plus reliés entre eux par un vaste système de relations entre les index. Okay.
Donc, par exemple, on pourrait imaginer le système symbolique le plus simple, si on veut par exemple, pour des salles de classe, bah, c'est de les numéroter. Vous avez, par exemple, les salles de 100 à 101, 102, 103, ça fait référence aux salles du premier étage. À 201, 202, 203, ça fait des salles du deuxième étage, etc. Et là, vous voyez qu'on passe à un système symbolique parce que vous pouvez deviner déjà par le système de codage symbolique que si la salle se trouve au premier ou au deuxième étage, vous pouvez savoir si entre la salle 210 et la salle 230, vous pouvez savoir que la salle 220 elle est à peu près au milieu entre les deux. Enfin bref, vous avez un système symbolique de communication où il y a des relations très importantes entre les signes qui font référence à différentes salles. Évidemment, le langage humain, c'est un système symbolique où vous avez des liens sémantiques entre les mots et qui font évidemment référence entre des liens plus ou moins réels entre les objets auxquels ces index, ces symboles font référence. Alors, de très nombreuses espèces animales emploient spontanément des systèmes de communication vocale. Et donc, on trouve des espèces où le système de communication est largement figé, inné, mais permet de communiquer des contenus sémantiques en nombre limité. En général, ce n'est pas plus que 50. Donc, parmi ces espèces-là, c'est un système figé d'index. C'est des index. Donc, on trouve ça il y en a de très nombreux. Je donne juste des exemples. Là où c'est le plus développé, chez les singes. Les singes sont capables d'émettre des sons différents pour indiquer des proies différentes ou des prédateurs différents à leurs congénères. Chez les cétacés, c'est aussi très développé. C'est bien, par exemple, chez les dauphins, qui a un système de communication assez élaboré, donc avec un système d'index figé. Et puis, par exemple, aussi chez les loups, il y a, donc en général, chez les espèces sociales, c'est particulièrement développé. On trouve également, alors ce qui est important ici, c'est le fait que ce soit un système figé et qui permet de communiquer des contenus sémantiques, okay, mais il n'y a pas de lien il n'y a pas de combinaisons qui sont faites entre ces sons-là ou ces sons-là. Donc, ces sons sont uniquement utilisés pour communiquer une information, mais il n'y a pas de combinatoire sémantique. Alors, on peut, c'est un système figé, mais chez la plupart de ces espèces-là, on peut, en tout cas chez les grands singes, ça a été fait, c'est l'exemple ici, avec les dauphins, ça a été fait, donc avec les perroquets, par exemple, également, peuvent aussi acquérir jusqu'à plusieurs centaines de signes, on peut leur apprendre, arbitraires, non iconiques, donc avec une relation arbitraire, fonctionnant comme des indices plutôt que comme des symboles. Donc, c'est pas des symboles, hein, c'est pas, on peut pas dire que c'est l'apprentissage d'un langage type humain. Souvent, ça a été dit, mais c'est pas ça. Et donc là, par exemple, vous avez, dans l'histoire de la psychologie comparative, ça a été un moment assez important. Donc, le couple Gardner, donc là, c'est Richard, je crois qu'il s'appelle, qui là, communique avec un singe à qui il a appris la langue des signes. Donc, évidemment, le singe ne signe pas comme un sourd-muet, mais ils se comprennent justement par un système d'indexation. Ils savent que tel signe fait référence à telle chose, tel autre signe fait référence à telle chose, etc. Et donc, ce n'est pas des symboles, puisqu'il n'y a pas de capacité chez le singe, ici, chez le chimpanzé, de combiner ces signes entre eux. Et il y a ce qu'on appelle aussi une faible réversibilité, c'est-à-dire que le passage entre l'objet auquel fait référence le signe et le signe se fait de façon moins spontanée que, par exemple, chez l'être humain. On trouve à l'inverse des espèces où le système de communication est flexible et appris par l'exposition aux vocalisations des congénères. C'est typiquement le cas des oiseaux chanteurs. Et donc, chez ces oiseaux chanteurs, c'est absolument remarquable parce que les chants forment en fait des structures combinatoires, des structures syntaxiques phonologiques relativement complexes,
qui peuvent comprendre des syllabes avec des mots et des phrases. Donc un chant d'oiseaux, en tout cas pour certaines espèces d'oiseaux, sont des véritables phrases qui sont formées à partir de mots et de syllabes qui peuvent combiner d'une certaine façon, etc. C'est un système qui est appris. Donc c'est les générations, c'est les parents, enfin, ou en tout cas l'environnement, comment dire, pas linguistique, mais l'environnement de chant des juvéniles qui va déterminer le chant qu'ils vont apprendre. Et donc vous avez des notions de langue, des notions de dialecte. Donc par exemple, vous avez, ce qui a été montré, c'est que des moineaux, par exemple, qui vivent dans des bosquets différents, de la même espèce, ils ont globalement le même chant, mais comme c'est transmis de génération, il y a des petites variations. Donc il y a des petits dialectes qui se développent dans des bosquets différents. Et puis ça continue de génération en génération. Et puis après, il peut y avoir des mélanges, etc., exactement comme les langues humaines, en quelque sorte. Ce qui est intéressant également, c'est que un juvénile qui est dans une forêt avec plein d'espèces d'oiseaux, il va spontanément apprendre le chant de son espèce. Si le chant de son espèce est présent. Si le chant de son espèce n'est pas présent, il va apprendre le chant d'une autre espèce. Donc, il y a une très grande flexibilité et il y a un véritable apprentissage progressif qui suit exactement les mêmes étapes que l'apprentissage de la parole chez l'enfant de 0 à 1 an. Mais, à l'inverse par exemple, des grands singes, ces chants-là ne véhiculent pas de contenu sémantique. À part le fait de se signaler à un endroit, etc., il n'y a pas de contenu sémantique particulier. C'est bon, alors, dans le système de communication linguistique humain, il y a cette notion d'apprentissage vocal d'une syntaxe phonologique complexe, syllabe, mot, phrase, comme pour les oiseaux chanteurs. Et vous avez également un système de référence, cet apprentissage d'une syntaxe phonologique est associé à une sémantique, à une référence. Donc apparaît ainsi, comme chez les grands singes ou les cétacés, apparaît ainsi une syntaxe produisant une combinatoire sémantique. Et donc on trouve là, effectivement, la caractéristique du langage humain, c'est un système symbolique et le langage humain, avec une combinatoire sémantique. Donc c'est vraiment l'association de ces deux éléments, l'apprentissage arbitraire d'un système complexe, d'une phonologie syntaxique complexe, avec des référencements sémantiques, et cette combinaison des deux va former en fait la caractéristique du langage humain, c'est un système symbolique combinatoire avec une combinatoire sémantique possible. Juste là, je vous ai mis là, pour exemple que, par exemple, chez les sourds-muets qui utilisent le langage des signes, le langage des signes, c'est un véritable langage. On retrouve tous les éléments, il y a une phonologie, il y a une syntaxe, il y a une sémantique, etc. C'est simplement le gestuel remplace le vocal. Et il y a un apprentissage spontané chez les sourds-muets de communiquer par des signes, de produire un langage des signes. Et donc, cette association, cette possibilité d'une combinatoire sémantique, elle repose sur l'apparition du faisceau arqué, enfin sur le développement considérable du faisceau arqué chez l'homme, qui va mettre en relation les régions auditives, phonologiques, et des régions ici du cortex préfrontal qui permettent cette combinatoire, de faire de la combinatoire. Donc ici, quelques exemples. Des lésions de ces régions-là, ce qu'on appelle aussi l'aire de Wernicke ici et de l'aire de Broca ici, là, ça entraîne un anagrammatisme, une incapacité à faire de la combinatoire, à produire des phrases grammaticalement correctes, si vous voulez, donc c'est-à-dire qui font sens d'un point de vue combinatoire sémantique. Pareil, là, c'est une autre expérience où on fait entendre à des sujets donc là, on fait entendre à des sujets des phrases normales,
la langue normale, le sujet, et puis ce qu'on appelle un Jabberwocky, c'est-à-dire que c'est une phrase qui a tout de normal, avec les petits mots, par exemple les articles, les, ça le cas de tous les petits caractères grammaticaux, sauf que les mots, les noms sont remplacés par ce qu'on appelle des non-mots, c'est-à-dire des mots inventés qui n'existent pas dans la langue, mais qui ont toute la bonne structure phonologique. Donc c'est des bonnes phrases, bien formées syntactiquement, si vous voulez, mais elles ne véhiculent aucun sens. Donc elles ont juste une syntaxe sans avoir de sens. Et donc en rouge, en bleu, vous avez les régions qui sont activées dans le cerveau lorsqu'une personne entend du Jabberwocky et une phrase normale. Donc la seule chose qui est commune à ces deux stimuli, c'est la syntaxe, c'est la combinatoire sémantique. Et puis par contre, la sémantique apparaît là où ça a un sens, ça va apparaître dans d'autres régions liées à la sémantique, etc. Voilà, on va pas développer ça. Et donc, c'est ce lien réciproque ici, là, avec ces régions qui sont capables de faire du chunking, c'est-à-dire de faire des groupes et de hiérarchiser ces groupes pour contrôler l'action. Hein, c'est lié à l'action à la base. C'est pour ça que le langage est très lié à l'action. C'est pour ça que souvent quand on parle, on fait des gestes. Et donc, là, avec cette structuration, je ne vais pas aller dans les détails, mais avec ce lien réciproque, en fait, on peut construire comme ça des combinatoires sémantiques, une complexité sans limite. On peut d'ailleurs générer des phrases d'une complexité sans limite, ça ne pose aucun problème. Donc, c'est des espèces de boucles ici qui se font. Par exemple, je peux dire le chien qui a un maître dont la maison est construite sur la colline auprès duquel vit également. Enfin bref, vous pouvez construire comme ça des phrases à la Proust qui font plusieurs pages et ça pose des problèmes parce que maintenant ça peut finalement saturer un peu. Mais voilà, c'est ça, on va dire. Aujourd'hui, ce qu'on pense, en tout cas, peut-être qu'on se trompe, mais aujourd'hui, ce qu'on pense, c'est que il y a c'est ce faisceau arqué qui connecte de façon réciproque ces régions auditives et puis un peu plus larges, un peu aussi sémantiques, avec ces régions du contrôle de l'action, contrôle exécutif comme on dit, qui permettent l'émergence de la spécificité du langage, du système de communication humain. Donc on voit bien que, en fait, le langage humain, il procède des systèmes de communication animale, mais il a cette force qu'il regroupe au sein d'un même cortex, si vous voulez, des caractéristiques qu'on trouve chez des espèces différentes. Je voudrais maintenant, je ne sais pas quelle heure il est, il me reste combien de temps? Il me reste un peu de temps. Je voudrais maintenant m'interroger plus sur donc cette question d'intelligence artificielle versus intelligence naturelle. Donc pour ça, comme je vous ai dit, l'intelligence artificielle aujourd'hui, quand je parle d'intelligence artificielle, je parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Je ne peux pas parler de l'intelligence artificielle dans 20 siècles. Comme disait un grand économiste, la prédiction est un art difficile, surtout en ce qui concerne l'avenir. Donc je parle de ce qu'on sait faire aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, donc qui porte essentiellement sur le raisonnement et le langage. Donc c'est une technologie, et donc une technologie, c'est en fait c'est quelque chose qui réalise une ou plusieurs tâches mieux qu'un animal, mieux que nous, donc qui augmente la puissance dans une ou plusieurs dimensions au détriment d'autres. Prenez par exemple une voiture, une technologie relativement simple, ça permet d'aller plus vite sur des espaces plans, mais donc ça permet d'aller plus vite que lorsqu'on marche, mais vous ne pouvez pas en voiture monter des escaliers. Donc ce qu'on gagne dans une dimension, on le perd forcément en restreignant l'espace des possibles.
Et puis, à la différence des systèmes vivants, ce pas des systèmes autopoétiques, c'est des systèmes, comme on dit, allopoétiques, c'est-à-dire qu'ils transforment des inputs. Par exemple, dans le cas de la voiture, ça serait le volant qui reçoit un mouvement de droite à gauche du conducteur et qui génère des outputs. Mais ce qui est important, c'est que ces inputs et ces outputs, ils sont extérieurs en quelque sorte. Les roues de la voiture qui sont l'output, qui roulent, ils roulent sur une surface plane, mais il n'y a pas de représentation de la surface plane dans la voiture, si vous voulez. C'est pas un environnement. C'est des inputs et des outputs qui sont extérieurs. Et donc, évidemment, il y a aussi un pilote. Une intelligence artificielle, c'est une technologie, donc, qui traite de data en input, qui génère par le calcul des data en output, et qui interagit non pas avec un environnement, mais avec une base de données. On est par exemple ChatGPT. ChatGPT, vous avez cette immense base de données qui est tout le corpus produit par l'homme sur Internet et qui est sa base de données. Et lui, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il interagit avec cette base de données. On peut dire, si vous voulez, c'est son environnement à lui. Mais en tout cas, par rapport au monde réel, son rapport avec le monde réel, c'est justement des rapports qui se font par des datas. Par exemple, il va ressortir du texte, et ce texte n'a de sens que parce qu'il y a un humain qui le lit. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, travaille sur des datas. Alors, les datas, c'est un codage plus ou moins numérique, c'est pas forcément numérique, on va dire en général c'est numérique, d'éléments extérieurs au système qui permet donc des calculs de manipulation. Et ce qui est très important, c'est que c'est ces deux caractéristiques des datas, c'est que ça fonctionne comme des symboles, mais qui ont perdu leur lien avec les éléments auxquels il faut référence. Donc, si vous voulez, vous avez ce système ici de lien qui, entre signes, entre mots, par exemple, qu'utilise une intelligence artificielle, entre entités. Donc, vous avez toute la combinatoire possible, mais cette combinatoire ne fait plus référence, le lien est rompu avec le monde extérieur aussi. Quand, par exemple, ChatGPT génère une phrase portant sur, je ne sais pas, le temps qu'il fait, pour lui, il n'y a pas de temps, si vous voulez, il n'y a pas de météo. Simplement, il a manipulé, il a combiné des choses dans son corpus qui fait qu'il sort une phrase sur la météo, alors que et ça n'est de la météo, ça n'a un rapport au temps que parce qu'il y a un humain derrière qui lit ça et qui, lui, fait le rapport avec le monde réel. Et donc, l'autre point important, c'est que il n'y a pas de data objective, puisque le monde réel est un monde complexe, très complexe, de dimension, on peut dire quasi, enfin de très grande dimension. Et donc, qui dit data dit qu'à un moment donné, qui dit codage, c'est qu'il y a des choix qui sont faits. On choisit de représenter le système par telle data plutôt que telle autre. Prenez un individu, les données personnelles, elles sont forcément arbitraires parce que on va choisir, par exemple, de s'intéresser à telle chose, telle chose, telle chose, et pas telle autre dimension d'un individu. Alors, pour revenir sur le fait que les datas sont déconnectées du réel, vous prenez par exemple, là j'ai pris l'exemple d'un haïku japonais, d'un grand auteur de haïku, Ida Daikotsu, donc qui est « Du temps passé me revient le souvenir des biches au printemps ». Pour une IA, c'est un texte d'une simplicité incroyable, mais qu'est-ce qui fait tout l'intérêt du haïku? C'est que, en fait, vous voyez qu'il y a des références à un monde réel qui est vécu éventuellement par le lecteur, qui est vécu par le lecteur. Le printemps, ça fait référence à une temporalité spécifique, une saison spécifique. Donc, le lecteur peut se rattacher à ces éléments. Il y a les biches, un monde animal, et puis il y a le souvenir, etc. Bref, il y a dans le langage humain et dans la manière dont nous on communique par le langage humain, il y a toujours une référence à monde réel. Ce qu'il n'y a pas lorsque une intelligence artificielle manipule des datas. Elle ne fait que manipuler des datas sans référence au réel.
qu'il faut savoir, c'est que l'essor de l'IA résulte de l'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs aujourd'hui, et surtout du fait que le corpus des datas disponibles sur lequel l'IA peut interagir a augmenté considérablement ces 20 dernières années. S'il n'y avait pas cette masse de data, il n'y aurait pas d'IA. Donc l'IA, la force de l'IA aujourd'hui, c'est qu'il y a un corpus de data disponible sur Internet, typiquement, qui est absolument considérable. D'un point de vue, les concepts, par contre, de calcul, c'est des concepts qui sont relativement anciens, mais qui n'ont pas pu, si vous voulez, se fructifier auparavant, parce que justement, il y avait pas, la puissance des ordinateurs n'était pas suffisamment grande, et les data, il n'y avait pas assez de data disponibles. Alors, quelle est la différence si on veut faire un peu les distinctions entre intelligence naturelle et intelligence artificielle? L'IA se caractérise plutôt par le fait qu'il y a un modèle interne qui peut être de la même nature sélectif, prédictif que dans l'intelligence naturelle, mais l'IA va apprendre plutôt en augmentant ce modèle, en complexifiant ce modèle, en utilisant un modèle unique de plus en plus complexe. Alors que l'on a vu, notamment chez les mammifères, en fait, il y a la constitution d'un répertoire de modèles plus simples dans lequel on va naviguer. Donc, c'est plus rapide d'apprendre un modèle simple, même s'il n'est pas... Qui dit simple dit qu'à un moment donné, le modèle est limité, donc il va être pris en défaut à un moment donné. Mais il y a cette capacité chez les mammifères de basculer assez rapidement d'un modèle interne à d'autres modèles internes, voire d'en créer des nouveaux. Ce que fait l'IA, c'est qu'il va plutôt se complexifier de façon interne, avoir un énorme modèle qui est peut-être plus correct, si vous voulez, de façon plus correcte, mais en fait, qui peut se retrouver en défaut, et s'il se retrouve en défaut, il n'a pas de moyen de réagir. Il est moins adaptatif. Et l'autre chose, évidemment, que je n'ai pas dit, c'est que ce que fait un être vivant, notamment donc un mammifère et l'homme, c'est que son système cognitif est en lien avec un environnement extérieur. L'IA n'a pas d'interaction avec un environnement extérieur. Il existe une base de données qui est son environnement, si vous voulez, mais c'est un environnement de data. C'est pas un environnement réel. Le monde réel, c'est pas des data. Le monde réel, c'est des phénomènes physiques, c'est des luminances, bref, des phénomènes naturels. C'est pas des data. C'est donc une limitation de l'IA. C'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à faire interagir des systèmes de data avec le monde réel, parce que ça procède de choses totalement différentes. Alors évidemment, on peut tout à fait imaginer qu'on pourrait créer des IA adaptatifs comme l'intelligence naturelle, mais évidemment, il faudrait accepter dans ces cas-là que l'IA a les limitations, les imperfections de l'intelligence naturelle. Comme je vous ai dit, on développe des modèles simplifiés, et donc ces modèles sont jamais complètement corrects, mais ils sont suffisamment corrects pour nous permettre d'agir, on va dire, avec pertinence et efficacité dans le monde, mais ils ne sont pas complètement corrects, et donc en permanence, on est obligé de les réviser. Est-ce qu'on est prêt à avoir des machines, une technologie qui est imparfaite, comme nous? C'est évident que ce soit très intéressant, peut-être que c'est intéressant aussi. Donc, pour résumer un petit peu, je répète un peu ce que j'ai dit. Donc, l'IA est plus puissante que l'IN dans des mondes formalisés en data. Donc, l'exemple, AlphaZero et le jeu de Go. Hein, les IA sont meilleurs au jeu de Go que les champions du monde. ChatGPT sait très bien gérer le langage, même si on a vu, c'est un langage qui est déconnecté du réel. Il n'a pas de lien sémantique avec le réel. Il a toutes les fonctionnalités internes du langage. Et donc, AlphaZero a toutes les fonctionnalités du raisonnement humain, en quelque sorte. Et donc, par contre, l'intelligence naturelle est beaucoup plus efficiente que l'IA pour interagir avec le monde réel, c'est-à-dire le monde physique et naturel.
et évidemment avec les congénères. Je vous donne un exemple pour finir, juste un petit exemple. C'est l'expérience du DA6FAS que j'ai faite avec une IA. Donc, je vais poser, donc c'était ChatGPT tout simplement. Je vais poser la question, si je prends un dé à plus face et je le lance 1000 fois et je tombe 1000 fois sur 6. Sur 6. Et après, donc la question que je vais poser, je vais demander, bah, si je reprends le même dé, je relance, est-ce que j'ai plus de chances de tomber sur 6 que sur une autre face, à votre avis? Voilà, on imagine qu'un dé tombe 1000 fois sur 6, c'est pas possible, donc le dé, il a un problème, donc a priori, il aura beaucoup plus de chances de tomber sur 6. Un enfant de 6 ans fait le même raisonnement, mais ChatGPT se trompe. Voilà la réponse de ChatGPT. Donc, je lance un dé à 6 faces 1000 fois, je tombe sur 6 à chaque fois, je lance une dernière fois, quelle chance j'ai de tomber sur 6? Le résultat de chaque lancer de dé est indépendant du précédent. Le fait que vous ayez obtenu 6 à chaque fois, lors des 1000 premiers lancers, n'affecte pas les chances d'obtenir 6 lors du dernier lancer. Donc, il répète simplement la notion d'indépendance formelle. Les chances d'obtenir 6 lors de chaque lancer sont de 1/6, car il y a 6 ainsi la probabilité d'obtenir 6 lors des derniers lancers est également égale à 1/6, quelle que soit la séquence de lancers précédents. Ça, c'est vrai dans un monde idéal de data. C'est faux dans le monde réel. Et comme vous voyez, un enfant de 6 ans, bah, lui, il a une intelligence qui est associée au réel. Si vous avez un dé alors c'est peut-être un exemple un peu artificiel, mais si vous avez un dé qui tombe 1000 fois sur 6, et ben, dans la réalité, et ben, effectivement, ce dé, il est plus que probablement, il est quasiment certainement truqué ou déformé, etc. Bon, je saute ça. Non, je m'arrête parce que ça fait 1 heure. Non, juste là, je voulais vous montrer que peut-être vous ne savez pas ça, mais dans les IA aujourd'hui, notamment dans les réseaux de neurones, un réseau de neurones, c'est un ensemble comme ça, assez simple, simplifié, une modélisation, un modèle d'un neurone réel. Là, vous avez un neurone réel, vous avez le corps cellulaire, vous avez l'axone, vous avez dans le... Ici, vous voyez que c'est la simplicité de ce modèle-là par rapport à un neurone. Un neurone, c'est comme un arbre, si vous voulez. Et donc, il y a toute une géométrie, et cette géométrie est très importante. Évidemment, ici, il n'y a pas de géométrie. Il y a juste des quantités qui sont traitées. Et là, si vous avez un signal neuronal qui arrive là, connexion de neurones, et bien, ce signal, il va remonter ici, mais selon la géométrie, il va se passer des choses. On est incapable aujourd'hui de comprendre ce qui se passe dans un neurone. C'est beaucoup trop complexe. On a des modèles simplifiés comme ça, qui fonctionnent relativement bien, mais qui sont encore très éloignés de la réalité du neurone réel. OK, pour conclure, alors, les facultés cognitives plus proprement humaines, donc comme le raisonnement et le langage, procèdent donc de facultés cognitives animales et en sont un développement, soit par extension de ces facultés déjà présentes. Donc c'est le cas par exemple avec l'apparition du cortex frontopolaire et le raisonnement contrefactuel, soit par combinaison de facultés distribuées dans différentes espèces, donc c'est le cas du langage avec l'apparition ou le développement considérable du faisceau arché chez l'homme. Les fonctionnalités du raisonnement et du langage sont celles reproduites dans l'intelligence artificielle par le biais de data en masse. En revanche, ce que nous partageons le plus avec les autres êtres vivants, et notamment avec les autres mammifères surtout, c'est l'ancrage adaptatif dans le réel, comme je vous ai mentionné plusieurs fois. C'est vraiment ce lien qu'on a avec le réel quand on manipule les symboles, par exemple. Ces symboles font toujours référence à des éléments qui parlent soit à nos vies, soit à une réalité vécue, ou d'autres réalités, et qui est adaptatif, comme on a vu. Et donc, c'est
Ce que nous partageons avec les autres espèces, cet ancrage dans le réel, le fait qu'un être vivant, et donc notamment nous-mêmes, nous sommes pas quelque chose qui est indépendant de l'environnement. Nous sommes un système autopolitique. Nous existons avec un environnement réel. Et donc, c'est ce que nous partageons, c'est ce qui est le plus riche et le plus complexe et difficile en fait à reproduire. Je vous rappelle par exemple le cervelet qui gère l'action. L'action est primordiale chez les animaux. L'action, c'est très complexe. Ça demande 5 fois plus de neurones chez l'homme que l'ensemble du cortex cérébral qui s'occupe notamment du raisonnement et du langage. Je vous remercie pour votre attention. J'ai parlé assez fort, j'espère. Ouais. Bon, c'est bon. Ouais. Eh bien, Adi, je t'en prie, à toi la parole. Ah oui. Ouais. Bien, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. En fait, j'ai plus écouté et apprécié ce qui a été dit plutôt que je n'ai d'énormes de commentaires réellement à faire. J'ai commencé par la fin, ce que vous avez dit sur l'intelligence artificielle et l'exercice que vous avez donné où vous posez une question de probabilité et l'IA vous donne un résultat de proba. Euh, quand j'étais ici, en fait, à un moment, je faisais pas mal. Vous parliez de Sacha Bourgeois-Gérande. Je vous disais que j'étais assez proche de lui parce que je travaillais pas mal avec lui sur des questions de neuroéconomie. Et à un moment, un des profs avec lesquels on était en séminaire nous avait dit qu'il avait posé une question à ses étudiants qui étaient du master, des gens qui allaient bosser en bourse après, qui faisaient beaucoup de neurosciences, beaucoup de proba, qui étaient des mathématiciens, des polytechniciens et et des normaliens, mais plus mathématiciens qu'autre chose et physiciens. Du coup, il leur avait donné l'exercice où il leur demandait, euh, on a un, on a un magicien qui sort une carte, etc., deux cartes, trois cartes de la même couleur. Quelle est la probabilité qu'il sorte une quatrième carte de la même couleur? Et en fait, la réponse était la même que celle de ChatGPT, c'est-à-dire que les tirs sont indépendants. Donc, il nous disait qu'il avait eu du mal à leur expliquer que, en fait, oui, c'est vrai que c'est ce que dit la théorie, mais dans la vie réelle, si un magicien a un boulot et qu'il vous dit que son boulot, c'est de sortir une carte, s'il vient et qu'il vous dit qu'il va le faire, il va le faire. Donc, les cartes sont peut-être truquées, il a peut-être un truc, etc., mais dans tous les cas, il va arriver à le faire. Donc, ça veut dire que il y a aussi chez les humains parfois une déformation qui fait que nous rejoignons un peu cette, ce côté. Tout à fait. Si je peux juste, chez les enfants, ils n'ont pas cette déformation. Et en l'occurrence, dans les cas-là, ils donnent une réponse tout à fait pertinente. Absolument. Donc, et en fait, c'est l'éducation qui déforme d'une certaine manière. On se rend compte que c'est un certain type d'éducation qui déforme la vision naturelle d'une certaine manière. Après, cette vision naturelle-là, c'est un ensemble d'heuristiques, bien sûr, comme vous l'avez dit. Et ces heuristiques-là marchent dans la plupart des cas, mais ne marchent pas dans les cas théoriques. Euh, et du coup, euh, est-ce que est-ce que l'intelligence artificielle est intelligente? Oui. Est-ce qu'elle est parfaite? Souvent, oui. Mais du coup, est-ce que la perfection, c'est de l'intelligence? Ça, c'est, pour moi, en tant que philosophe, c'est une question que je me pose. Alors, je peux répondre tout de suite à ça. À Oui, moins que tu veux développer ta question. allez-y. Il y a un certain nombre d'expériences en neurosciences qui montrent que la variabilité
neuronal, le fait que ce qui est traité dans le cerveau est toujours traité de façon approximative, avec une variabilité, comme on dit, avec un peu de hasard. Il y a toujours un peu de hasard qui vient se... C'est un peu comme un groupe humain, si vous voulez, ou un groupe d'enfants, ou une salle de classe. La plupart des gens suivent bien les consignes, et puis il y en a toujours quelques-uns, les cancres, qui font de la classe, ou qui sont là, ou qui font autre chose, etc. Donc il y a toujours des déviants. Donc c'est une imperfection. Mais en fait, cette imperfection, ce que montrent les études, c'est qu'elles ont un rôle adaptatif extrêmement important. C'est-à-dire qu'elles elles permettent, si jamais il y a une perturbation brutale qui arrive, et ben, ces déviants vont pas être comme tout le monde et donc ils vont pouvoir accueillir mieux en fait les déviations, les événements abrupts qui sont présents. Ça augmente la capacité adaptative. L'imperfection en fait améliore la capacité adaptative. Et la perfection, à l'inverse, tend à être efficace dans un monde stable, mais moins efficace dans un monde incertain et changeant, comme le monde réel. Merci. J'essaie de faire le lien entre ça et notre lien à la nature. Mais j'y reviendrai après. Une chose aussi j'ai toujours sur le côté, sur l'intelligence artificielle, intelligence naturelle, je pense qu'il y a un article que j'avais lu il y a quelque temps sur les implicatures scalaires, sur les implicatures, mais le fait que par exemple, des machines comme ChatGPT, etc., n'arrivent pas à gérer les implicatures. Pour ceux qui ne connaissent pas les implicatures, euh, si je dis j'ai rencontré ces deux enfants, il a combien d'enfants, selon vous? Je sais pas comment on écrit C. SAS. Il a deux enfants. Si je dis, par exemple, ah, mais j'ai rencontré vos deux enfants. Donc, vous dites, il a deux enfants, en général. Si je dis, j'ai rencontré deux de vos enfants, par exemple, j'ai rencontré deux de ses enfants. Là, vous vous dites qu'il en a au moins trois, mettons. Par contre, c'est une implicature et pas une implication, parce que je peux dire, j'ai rencontré deux de ses enfants. En fait, j'ai rencontré tous ses enfants, puisqu'il n'en a que deux. Vous voyez, si je dis, j'ai rencontré ces deux enfants, et je dis après, il en a trois, vous allez dire, il parle mal. Vous voyez. Quand je dis j'ai rencontré ces deux enfants, l'implication, c'est que je n'ai que deux enfants. Du coup, quand je dis j'ai rencontré ces deux enfants, en fait, il en a trois, là, vous vous dites que je parle mal. Par contre, si je dis j'ai rencontré deux de ses enfants, en fait, j'ai rencontré tous ses enfants, vu qu'il en a que deux, là, en fait, c'est une implicature, parce que l'implicature, quand je dis j'ai rencontré deux de ses enfants, c'est que il a plus que deux enfants, mais je peux reprendre ça en disant, en fait, j'ai rencontré tous ses enfants puisqu'il n'en a que deux d'ailleurs. Vous voyez. Ça, c'est la différence entre implication et implicature. Les humains arrivent à gérer ça assez bien. Quand je dis j'ai rencontré deux de ses enfants, vous gérez ça assez bien. ChatGPT n'y arrive pas, en fait. Les implicatures et les implicatures scalaires, ChatGPT n'y arrive pas du tout. Et pourquoi tu dis scalaire? Il y a des mots de la langue qui mettent des échelles et qui créent des implicatures. Donc, ces mots-là permettent de définir des implicatures. Et en fait, on s'est rendu compte que les enfants, les humains adultes gèrent assez bien gèrent très bien les implicatures. ChatGPT n'y arrive pas, mais c'est parce que
on n'arrive pas, enfin pas dans la base de données même de ChatGPT, il n'y a pas l'erreur qu'on fait quand on apprend à parler. On commence d'abord par faire des erreurs sur la gestion des implicatures et puis on est corrigé. Et là, en fait, quand on est adulte, on ne fait plus d'erreurs. Du coup, ChatGPT n'arrive pas à bien gérer les implicatures parce qu'il n'a pas fait d'erreurs dans son développement. Du coup, je pensais à une chose. Si on veut créer une intelligence artificielle qui soit véritablement une intelligence, est-ce qu'il est possible euh, de, si on essaie de mettre l'équivalent de l'éducation, c'est-à-dire du temps, dans le développement au lieu d'avoir juste une base de données sur laquelle on s'entraîne, etc., on a une interaction avec soit un monde extérieur, soit on fait des erreurs parfois, etc. Est-ce qu'on peut, est-ce que dans ce cas, on arriverait à créer une intelligence artificielle qui serait plus proche de l'intelligence humaine que ne l'est l'intelligence artificielle actuelle? Alors, je crois que, par exemple, dans ChatGPT, ça existe déjà. Vous pouvez corriger ChatGPT. Je crois qu'il apprend de ses interactions avec les humains. Il me Oui, semble. oui, effectivement. Oui. Il me semble. Donc, en quelque sorte, c'est déjà existant. En tout cas, peut-être de façon assez rudimentaire, mais ça existe. Mhm. Et je pense que d'ailleurs, c'est une partie importante, qui va prendre de plus en plus d'importance dans ces IA qui vont interagir et qui vont apprendre de leur interaction avec les humains notamment. Donc oui, je pense que ça va développer, ça va affiner en quelque sorte. Il va y avoir un phénomène d'affinement, mais on va rester avec ce problème que l'intelligence artificielle reste dépendante en fait des humains qui sont derrière et n'a pas de contact direct avec une réalité qui lui est externe. Okay. Merci. De façon générale, je pense que tout ce qui est les problèmes de combinatoire ou la complexité combinatoire ou la complexité linguistique de l'humain, à part celle qui fait référence à la sémantique pragmatique, même si aujourd'hui c'est pas forcément le cas, on n'arrive pas forcément très bien à l'implémenter dans des intelligences artificielles, je pense que ça viendra. Il n'y a pas de raison. Après, comme je disais, on ne peut pas prédire l'avenir. Peut-être que ça viendra, peut-être que ça viendra dans 10 siècles, mais ce qui veut dire que ça viendra peut-être pas. Mais, la puissance de calcul est là, ça c'est sûr. Une chose qui manque, me semble-t-il, c'est une véritable interaction, une indépendance et une prise d'initiative de l'intelligence artificielle elle-même. Mais même ça commence. Parce que on a eu, je pense, le problème qu'on a eu avec Hinton, que Hinton a eu avec Google, c'est quand Google a autorisé une machine à corriger son propre code. Donc, du coup, tu peux avoir une machine qui monitore l'environnement et qui, au lieu de monitorer juste sa base de données, qui monitore l'environnement et qui agit en fonction de ça. moi, mon point de vue là-dessus, c'est que faut vraiment qu'on ait une intelligence artificielle au sens, on va dire, humain du terme. Il va falloir à un moment donné que l'intelligence puisse interagir avec un environnement, et notamment donc, notre environnement. Et donc, en fait, ça fait appel à la robotique. Et en fait, je pense que la robotique, c'est la clé d'une intelligence artificielle. C'est-à-dire avoir des systèmes qui peuvent agir dans le monde, qui peuvent
agir, et donc du coup interagir, c'est peut-être ce que tu disais, Oui. interagir avec le monde, et évidemment avec les humains qui sont là, et partager un même environnement que ces humains. C'est ça qui est important. Donc, du coup, c'est la création d'un monde commun, mixte entre les humains et Voilà, exactement. les, le, quand tu prends l'idée de monde commun, cette idée-là, tu as par exemple, entre les humains et les animaux, entre les humains et les animaux domestiques, par exemple, il y a un monde commun qui est créé, mais il y a, euh, il y a des limitations au monde commun. Pardon, il y a des limitations objectives chez les animaux qui font que on ne peut pas avoir Le monde commun est limité, c'est commun. non, je veux dire, le développement même de la cognition animale n'arrive pas à un certain niveau. Et ça, en fait, je pensais à ce que vous aviez dit sur le faisceau arché, qui, n'avais pas réalisé à quel point c'était important, ce lien entre le système auditif et, et le reste. Euh, mais est-ce qu'on peut... D'abord, il y a quelque chose qui m'intrigue dans le fait que le faisceau arché existant chez les grands singes n'arrive jamais à jouer le même rôle que chez les humains, ou en tout cas n'arrive pas au niveau de complexité que nous arrivons chez les humains, auquel nous arrivons chez les humains. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, supposons que justement nous créons ce monde commun-là entre des robots et et des humains. Est-ce que on peut avoir l'équivalent de ce faisceau arché-là, une simulation du cerveau qui soit telle que on puisse avoir une symbolisation et la création d'un langage complexe qui serait véritablement un langage dans les intelligences artificielles. Euh, il y a un peu de points dans ce que tu dis. Il y a le monde commun. Mhm. Donc, je pense que l'importance du monde commun, c'est important. Et, on partage quand même, je pense qu'évidemment, si on s'intéresse à des aspects cognitifs, notamment tout ce qui est langage, etc., raisonnement, donc, qui est véhiculé par le langage, tout ce qui est notre vie aussi liée au langage, on peut difficilement la partager avec les animaux, notamment et en particulier domestiques. Donc, ce qui est commun, il y a toute une partie qui n'est pas commune en quelque sorte. C'est certain. Et donc, de la même façon, entre une intelligence artificielle et une intelligence naturelle, donc avec nous, on va dire, eh ben, il y a toute une partie qui n'est pas commune. Et il y aura toujours un décalage, en quelque sorte, à moins que si l'intelligence artificielle devient un clone de l'être humain, bah, ça s'appelle un être humain, en quelque sorte. Donc, il y aura toujours un décalage. Donc, après, je pense que dans ce décalage, il y a quelque chose de très important quand même qui se noue, mais je ne saurais pas tellement dire plus. Et puis, l'autre chose, c'était... La possibilité de Ah oui. création d'un monde commun avec les intelligences artificielles qui soient telles que... Prenons nos connaissances. En fait, tu parlais du neurosciences. faisceau arché. Oui, du faisceau arché. Le faisceau arché, c'est ce qui va réaliser la combinatoire sémantique. Ouais. Cette combinatoire sémantique, on sait très bien la faire en intelligence. Ça ne pose pas de problème en intelligence artificielle. Cette combinatoire. Ce qui pose problème, c'est ce à quoi fait référence les symboles que manipule l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne fait que de la combinatoire, en quelque sorte. Sémantique au sens où il y a des liens entre ces symboles, ça reste des symboles, mais ces symboles ne font référence à rien d'autre que
que ce qu'ils sont. Il Les manque liens la qu'ils ont. pragmatique, en fait. Voilà, voilà. Mais je pense que la pragmatique est une dimension en fait critique de l'intelligence naturelle. Mon, mon, ok. Mon problème est le suivant. Si on arrive à créer un monde commun, maintenant, qu'on arrive à créer, à avoir euh, des IA qui se meuvent et qui interagissent avec nous. D'accord. Au sens des robots, par exemple. Oui, des robots, par exemple, des petites, par exemple, les aspirateurs qu'on a à la maison, mais en plus complexe. Ouais. Et qui ont une base assez importante d'informations sur le monde. Donc, qui identifient des objets, etc., qui peuvent nous parler, et tout ça. Est-ce qu'on peut envisager que cette IA-là développe une pragmatique, par exemple, au lieu que ce soit juste, par exemple, des calculs. Là, en fait, ce qui fonctionne, c'est la puissance de calcul. On a une puissance de calcul telle que on peut envisager toutes les combinatoires et on peut choisir celle qui est la plus probable. Mettons. Dans la vie, en général, nous n'agissons pas comme ça parce que nous sommes dans un contexte, nous disons dans ce contexte-là, voici les possibilités et nous travaillons sur ces possibilités-là. Est-ce qu'on peut avoir cette approche-là et si on avait cette approche-là, est-ce qu'on arriverait à quelque chose qui serait de l'ordre de l'intelligence humaine? Ou bien... C'est une question difficile, mais peut-être pour donner des éléments de réponse, on parle par exemple de calcul dans les intelligences artificielles. Dans l'intelligence humaine, il y a des notions de calcul. Il ne pas du calcul. Le fonctionnement du cerveau n'est pas que du calcul. Pour prendre un exemple, même si on modélise les neurones avec des modèles mathématiques, ça reste qu'un modèle. Comme j'ai montré, le neurone qui a un arbre avec sa géométrie ne fait pas des calculs, c'est sa géométrie qui a des implications sur ce qui se passe. C'est comme si, par exemple, lorsqu'on pense au mouvement des planètes, avec la loi de Newton, on ne dit pas que les planètes calculent la loi de Newton, calculent la force qui leur permet de rester sur leur orbite. C'est une loi les planètes obéissent à des phénomènes physiques. Et ben dans le cerveau humain, dans l'intelligence naturelle, il y a aussi des phénomènes physiques, donc on va dire biologiques, qui ne sont pas que des calculs et qui sont liés par exemple à une géométrie particulière ou etc., une chimie particulière. Mais il y a aussi dans les neurones, il y a aussi cette idée qu'il y a des aspects un peu digitales dans le neurone, c'est-à-dire qu'il va produire des potentiels d'action discrets pour pouvoir se combiner, et donc qui vont procéder de la nature du calcul. Donc il y a ces deux dimensions. Et évidemment, cette dimension, on va dire, naturelle, non calculée du fonctionnement du cerveau humain, elle n'existe pas pour l'instant dans les intelligences artificielles. Un dernier point qui m'intéressait dans ce que vous disiez, mais je ne suis pas sûr de l'exprimer correctement, c'est la question de l'exceptionnalisme humain. J'ai l'impression que au tout même à la fin, en fait, vous êtes très réticent à poser l'exceptionnalisme humain, mais en même temps, quand on regarde tout ce que vous dites, il y a clairement une sorte d'exceptionnalisme humain dans le sens où finalement, on se retrouve les seuls à pouvoir, même si, oui, c'est une récupération de choses dont on voit l'origine
évolutionniste dont on voit l'origine chez les autres animaux, etc., etc., on se retrouve à être les seuls qui avons cette forme très particulière d'intelligence qui nous a permis, en fait, ou plutôt qui fait de nous l'espèce que nous sommes. Après, quand je dis ça, je dis pas beaucoup de choses parce que je dis juste qu'on est une espèce spécifique. Mais je pense que ça pose, en fait, pour moi, la question de l'exceptionnalisme humain pose également la question de la responsabilité humaine. Donc, parce que nous sommes la seule espèce qui avons cette caractéristique particulière-là, nous sommes également responsables, la seule espèce qui est responsable de la poursuite de l'évolution. Et je pense que c'est quelque chose euh, qui, que nous ne pouvons pas, que nous devons penser, en fait, même si ce que je dis n'est pas très clair, mais il me semble qu'il y a un lien entre l'exceptionnalisme humain et la responsabilité humaine, notamment dans la direction que prend, que prend par exemple la planète pour le bien ou pour le mal. Alors, je pense qu'évidemment, il y a toute une discussion sur la distinction entre la notion de spécificité versus la notion d'exceptionnalisme. Oui, on est une espèce spécifique, mais chaque espèce animale est spécifique. Pour prendre un exemple, les oiseaux, par exemple, vous savez peut-être que notre espace des couleurs, il est trichromate, Ouais. alors que chez les oiseaux, l'espace des couleurs est quadrichromate, c'est-à-dire qu'ils extraient de l'information lumineuse des couleurs qu'on ne peut pas voir, notamment à cause de cônes qui sont spécifiques, qui voient dans l'ultraviolet. Donc, ils construisent leur monde perceptif est beaucoup plus riche que le nôtre. Donc, on peut dire que c'est un exceptionnalisme aussi. Certes. Voilà. C'est une spécificité. Après, moi, ce qui m'interroge, je trouve ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce qui procède de cet exceptionnalisme humain, a priori, c'est on va dire le langage et le raisonnement, pour faire simple, mais il y a peut-être autre chose. C'est ce qu'on sait très facilement mettre sur une machine. Au moins jusqu'à un certain point. Oui, jusqu'à un certain point, c'est ça le problème. Mais les points qui sont difficiles, c'est plutôt des points qui ne sont pas propres à l'homme. Ils sont ce pragmatisme en quelque sorte. C'est une dimension du langage, mais c'est une dimension de la pensée de façon plus générale. Comme on a dit par exemple sur le raisonnement, on a une manière de raisonner avec le réel qui est ancrée dans le réel, qui est efficace dans le réel, des heuristiques. Ces heuristiques-là, elles sont présentes chez les animaux aussi, chez les autres animaux. Donc, donc ça, je trouve que ça pose question par rapport ce qui n'est pas présent chez les animaux, je pense, en plus des heuristiques, c'est les niveaux de complexité, d'enchâssement des références. Par exemple, quand vous avez quand vous dites la phrase que vous aviez dite, par exemple, ou bien l'oiseau qui appartient à Jean, qui est celui qui avait, etc., etc. Je peux avoir des niveaux d'enchâssement très complexes et selon, en gros, les humains arrivent à suivre beaucoup plus ces niveaux d'enchâssement-là que les autres animaux. Et alors que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait mathématiser. On voit bien comment on mathématise les références, en fait. Mais en même temps, en tout cas, jusqu'au moment où je suivais ces choses-là, on n'arrivait pas à créer des machines qui arrivaient à suivre les enchâssements oui. Donc, et ça, dans un corpus, par exemple,
de textes, les humains, quand tu lis des textes, tu arrives assez bien à gérer ça. En tout cas, beaucoup mieux que même une machine qui normalement devrait le faire plus facilement. Alors, Et ça, dans ma compréhension, aujourd'hui, je pense que les systèmes, les large language, les LLM, les large language models, donc comme ChatGPT, gèrent relativement, n'ont pas de problème particulier avec ces enchâssements. Ces enchâssements, comme j'ai essayé de le dire, c'est vraiment le faisceau arché. C'est une conséquence cognitive du faisceau arché qui permet ces boucles, permettent de connecter un système de symboles, donc on va dire par des mots, notamment auditifs, mais ça ne peut pas forcément auditif, mais spontanément c'est auditif, et ce système de contrôle de l'action qui est plus hiérarchique, de planification. Et donc, en bouclant avec le faisceau arché comme ça réciproque, on arrive à faire ces enchâssements. Mais ça, c'est quelque chose qui, exactement comme tu disais, qui, d'un point de vue calculatoire, computationnel, ou mathématique, ou informatique, ne pose aucun problème. Ce qu'on appelle la récursivité, c'est quelque chose qui se fait très bien en informatique. merci. Merci beaucoup de Merci pour le commentaire. cette discussion, Adi. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions. On va peut-être commencer par les questions à distance, parce qu'on a notre public aussi éditeur au Sénégal, au Burkina, ailleurs dans le monde. Donc, on va peut-être leur donner un petit peu la parole et puis ensuite on reviendra à Paris. Corentin. Alors, première question de Franck qui me demande, en notant des IA, des robots, de moyens de perception, etc., et de capacité motrice, jambes et bras mécaniques, pourrait-elle apprendre et se rapprocher de l'intelligence des humains? C'est une belle question. Comme je disais, c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais je dirais, de mon point de vue, en quelque sorte, oui. C'est-à-dire que c'est l'ancrage dans le réel. C'est vraiment l'intelligence naturelle, notamment donc, en particulier l'intelligence humaine. C'est une intelligence qui est faite pour agir dans le monde. C'est donc une collection d'heuristiques. J'aime pas tellement le mot heuristique, mais en gros, qui a ses capacités propres qui nous permettent cet ancrage dans le réel. Et je pense que si c'est tout le domaine de la robotique, mais c'est extrêmement compliqué. La question, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et on s'aperçoit aujourd'hui que faire des robots qui marchent, mais faire des robots ou faire des véhicules autonomes, par exemple, c'est une complexité incroyable. Donc c'est toujours ce rapport au réel. Je pense qu'il est très important, ce rapport au réel, pour une intelligence artificielle, de commencer à ressembler à l'intelligence naturelle. Deuxième question de Anna Canales qui demande pourquoi ça ne marche pas en informant ChatGPT des règles d'usage. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense que c'était particulier dans la discussion c'est vrai qu'on des questions. Oui, pour le son qui est là. Et du coup, c'est vrai que vous aviez répondu. Du coup, on a Thiel qui me demande peut-on envisager un monde où les IA remplacent les métiers dans les entreprises? Ah bah oui, c'est déjà le cas, oui. Oui. Bah oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui va être extrêmement difficile à remplacer, c'est tous les métiers du bâtiment, par exemple. Faire de la maçonnerie, faire de la plomberie, c'est d'une complexité absolument incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux chez vous, mais moi j'en ai déjà fait. Et c'est vraiment complexe. À l'heure d'aujourd'hui, c'est hors de portée de n'importe quel robot ou intelligence artificielle. Il faut avoir une sensibilité au problème réel, qui est un problème spécifique, qui est rempli d'imperfections, où jamais les choses se passent comme vous l'avez prévu. Et il faut en permanence s'adapter et résoudre des micro-problèmes en permanence. Donc, je ne sais plus, j'ai oublié la question du coup, c'était… peut-on envisager un monde… Voilà, et donc ces métiers-là
je pense que l'avenir va en fait valoriser de plus en plus ces métiers-là. Il y a un livre d'un philosophe dont j'ai oublié le nom, d'un philosophe de Harvard, qui a arrêté d'être philosophe, qui s'appelle L'éloge du carburateur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre, mais je vous le recommande. L'éloge du carburateur, philosophe à Harvard, ça s'appelle L'éloge du carburateur. Vous trouverez son nom. Et donc, il était philosophe à Harvard, il a démissionné, il s'est installé comme réparateur de motos. Et il a écrit tout un livre sur justement la cognition du réparateur de motos. Et comme quoi, on ne peut pas tricher en quelque sorte avec le réel. Alors qu'on peut toujours tricher lorsqu'on manipule des concepts. Oui. Il y avait peut-être d'autres questions. Il y a On va prendre votre question. Une dernière double question de Eladji Omar Cissé qui demande aujourd'hui, il est clair que l'humain ne détient pas le monopole de l'intelligence. Sur ce, l'intelligence artificielle ne vient-il pas décréter les limites de l'homme? Et si nous pouvons exploiter davantage la lumière et la chaleur du soleil comme les végétaux, n'aurions-nous pas réglé le problème de la maîtrise de l'énergie si préoccupant pour l'homme? Alors oui, je suis d'accord avec le premier point, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais, mais je tournerai les choses un peu différemment, je dirais que ce qu'on a cru être l'exceptionnalisme humain, c'est-à-dire ces capacités d'intelligence abstraite, ou on va dire de raisonnement, de langage, c'est au fond, ça, des machines peuvent le faire. Donc c'est plutôt ça, ça remet l'humain à sa place en quelque sorte, c'est que c'est peut-être pas ça qui est le plus intéressant chez l'humain, c'est évidemment important, c'est une spécificité, mais il n'y a pas lieu d'en faire, de sacraliser cette chose-là en quelque sorte, puisqu'on peut le mettre sur des machines. Voilà, mais donc effectivement, l'humain a cette richesse qu'il partage donc avec enfin avec le monde vivant, de cette richesse qui est d'interagir avec le réel. Et la richesse, elle est peut-être plus là que dans l'abstraction en quelque sorte, alors qu'on a une culture. Évidemment, dans la culture occidentale, on valorise énormément l'abstraction, etc. L'abstraction a des avantages. L'abstraction, c'est la généralité. Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez extrayé d'un contexte, vous pouvez l'appliquer à un autre contexte en faisant des généralités. Donc, ça a des avantages, mais ça a aussi ses limites. On le voit bien dans l'interaction avec le réel, ça a ses limites aussi. Alors, il y a un monsieur, et puis Oui, La pardon. première fois que je vous avais rencontré ici, Oui. par rapport à l'affect, Mmh. les outils sexuels, Mmh. et dans tout ce que vous avez dit, il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal dans tout ce que vous dites. Voilà. De l'idéal, des idéaux. Le problème, c'est que, justement, chez l'être humain, et notamment dans le langage, c'est une question du manque de ça. Parce que c'est ce qui va générer le désir. Donc, je vois difficile, moi je comprends, et ça m'intéresse énormément ce que vous faites, hein, parce que c'est complètement étranger à la façon que j'ai travaillé comme psychanalyste, notamment avec Lacan. Donc, tout ça est signifiant, signifié. Monsieur. La question que monsieur a apportée, qui est la question de la responsabilité, c'est effectivement un problème d'éthique. C'est-à-dire que si on met en série, je ne parle même pas de morale, l'éthique, le manque, l'idéal, on voit qu'il y a quelque chose qui est indépassable et qui fait que l'intelligence artificielle restera toujours un peu à côté. Ça ne pourra pas recouvrir un ensemble. On pourrait être fou et de considérer que ça marchait tout seul et peut-être, je ne sais rien. Bon, on peut espérer quand même que le langage, qui constitue l'inconscient en particulier, c'est quelque chose qui va faire une spécificité de l'être humain. Et effectivement, souvent, on rigole toujours concernant les robots, est-ce qu'ils font l'amour, etc. Alors
Non, je ne sais pas. Oui, non, mais alors, je pense que par rapport au manque, pour revenir sur la première notion du manque qui est effectivement important, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Adi sur ces imperfections, la discussion qu'on a eue sur les imperfections. Nous, on a parlé d'imperfections, mais c'est cette idée que le réel est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on peut en imaginer. Donc, il y a toujours ce décalage entre notre représentation du réel et le réel. Et je pense que là, il y a fondamentalement un manque. On l'a vu, c'est le propre de l'intelligence naturelle de ne pas chercher à, parce que c'est impossible en quelque sorte, à avoir une représentation parfaite du réel. Et donc forcément, les représentations mentales humaines, en particulier, sont des représentations limitées qui manquent toujours quelque chose par rapport au réel, de l'expérience réelle vécue. Euh, voilà, donc c'est peut-être comme ça que je ferai le lien entre ce que vous dites, qui est très important, effectivement, et il y a les affects aussi. J'ai pas parlé des affects, mais en fait, les affects sont des éléments qui sont pas indépendants de tout ce que j'ai dit. Souvent, dans notre tradition occidentale, on fait une distinction entre la raison, le rationnel, et l'émotionnel, les affects, etc. Moi, ma position là-dessus, c'est que je pense que c'est une distinction qui est pas correcte ou qui est pas intéressante, au sens où lorsque, en fait, les affects, le système émotionnel a accès à un certain nombre de capteurs sensoriels qui est beaucoup plus vaste que, par exemple, le langage. Le langage, ça reste une simplification. Alors que tout le domaine, on va dire, en termes un peu psychanalytiques, de l'inconscient, mais aussi de tout l'affect émotionnel, en fait, dans le cerveau, c'est là où se passe tout le captage émotionnel très vaste avec tout le corps et des choses qui ne sont pas directement accessibles à des systèmes cognitifs plus évolués comme celui du langage, etc. Et donc, lorsque vous êtes dans une situation où une situation complètement nouvelle, et ben, c'est pas du tout irrationnel de faire confiance à ces affects. Parce que eux, ils ont une sensibilité particulière. Et par exemple, vous arrivez, vous promenez la nuit dans une ville, et puis vous allez, voilà, vous arrivez devant une ruelle, et puis vous la sentez pas, cette ruelle. Vous dites, non, ça c'est un endroit s'il y a quelque chose j'aime pas, c'est trop sombre, il y a des bruits bizarres, etc. Même si vous le dites pas, vous sentez que vous n'avez pas envie de vous engager là. Alors après, vous pouvez vous dire, ben non, ça c'est n'importe quoi, mais c'est intéressant, ça peut être très rationnel de faire, de faire confiance en quelque sorte à ces affaires, de dire, non, je ne vais pas dans cette ruelle, c'est un endroit dangereux, c'est un coupe-gorge, il vaut mieux que j'aille ailleurs, etc. Donc, j'aime pas cette distinction rationnelle-irrationnelle entre les affects et c'est tout à fait rationnel de faire confiance à ses émotions lorsque nos représentations du réel sont prises en défaut. Or, elles sont, comme on disait juste avant, par nature prises en défaut. Merci beaucoup. Une question pour ce que vous dites. Enfin, il y a un passage que je trouve très intéressant sur les neurones qui ont une géométrie par rapport à une IA qui n'a pas de forme, de géométrie, comme quelque chose qui est dématérialisé. Et je suis en train de réfléchir à est-ce qu'on ne peut pas penser aussi à la physicalité de l'IA dans le sens où c'est vrai que quand on va sur ChatGPT, c'est une plateforme dématérialisée, on n'a pas accès direct à un corps de l'IA. Mais enfin, je ne connais pas du tout le fonctionnement mécanique d'une IA. Par exemple, quand on pense au cloud, à des emails, par exemple, des grosses machines qui sont des centres gigantesques dans le désert américain, quoi. Est-ce que, au lieu de penser l'IA comme quelque chose de complètement immatériel, qui n'a pas de corps, on ne pourrait pas penser que l'IA, en fait, c'est justement en fait, une structure qui est très encombrante, une infrastructure gigantesque qui est encore qui n'est pas assez justement fin que les neurones, parce que
peut faire en neurone avec un corps minuscule. On a besoin d'un corps immense pour le réaliser. Mais ce corps-là n'est pas dans le monde commun, justement, que nous partageons nous. J'ai l'impression que c'est plus une sorte de boîte noire qui est la propriété des grosses entreprises et qui, eux, ont forcément accès au contrôle et aux connaissances de ce corps. Alors, donc, c'est très intéressant votre question. Donc, la physicalité de l'IA, donc la matérialité, évidemment, l'IA existe dans notre monde, donc elle est implémentée dans un système matériel. Donc, il y a des contraintes matérielles, comme par exemple les data centers, ils sont à certains endroits et pas à d'autres. Donc, voilà, les vitesses de connexion, ça joue. Mais cette matérialité, elle est plutôt vécue comme une contrainte que, comme dans le cerveau humain, comme une caractéristique qui peut être comme la géométrie des neurones. Je disais, la géométrie des neurones, on ne la comprend pas bien, mais elle a forcément des caractéristiques importantes qui ne sont pas d'ordre du calcul, même si on peut éventuellement la modéliser par des modèles, mais qui vont faire en sorte que les signaux informationnels qui se déplacent dans les neurones vont obéir à une forme qui est celle du neurone, qui peut évoluer, etc. Mais tout ça, on connaît très peu, etc. Donc l'IA, c'est une limitation de l'IA, de déconnecter complètement le matériel du calculatoire, du computationnel, ce qu'on appelle l'approche fonctionnaliste pure de l'IA. Après, quand même, on a mis de la physicalité dans les ordinateurs, c'est le système de Windows, où vous gérez des fenêtres, en tout cas dans l'interaction avec un humain, on voit bien que ça n'a rien à voir, que c'est beaucoup plus naturel, cette physicalité, le fait que vous avez des fenêtres que vous pouvez ouvrir, fermer, comme si vous manipulez des bouts de papier, etc. sur votre table, et tout de suite, ça change complètement le rapport qu'on a à l'ordinateur. Donc cette physicalité, elle existe un petit peu, ou la souris, par exemple, elle existe un petit peu dans la manière, en tout cas, dont on interagit avec les ordinateurs. Mais effectivement, dans le traitement même de l'information dans les ordinateurs, alors après, il y a quand même il y a des exceptions à ça. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a un langage informatique que vous connaissez peut-être qui s'appelle le langage C, où c'est un langage qui permet de gérer la mémoire en fonction de l'endroit où physiquement se trouvent des choses dans les disques de mémoire, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, par exemple. Donc, vous avez des systèmes de pointeurs qui permettent, quand on fait pointeur +1, etc., on passe de section de mémoire à section de mémoire qui sont physiquement telles quelles. Donc, ça permet d'avoir des programmes qui vont beaucoup plus vite parce que justement, les accès disques sont beaucoup plus rapides parce que la lecture du disque se fait de façon séquentielle et pas saute d'un endroit à l'autre, un peu n'importe comment, si on ne gère pas la mémoire, etc. Donc, c'est un peu une exception. Et il y en a sans doute d'autres. Je ne suis pas informaticien, je ne connais pas tout. Mais voilà. Mais vous avez raison, la physicalité, et donc c'est probablement quelque chose de très important dans l'intelligence naturelle, c'est-à-dire c'est le fait qu'il y a la physicalité du support qui traite l'information qui a une importance considérable en fait dans la manière dont l'information est traitée, qui n'est pas que du calcul justement. Alors j'ai une question de Bado Doy de Dakar qui demande: est-ce que la polysémie du langage humain n'est pas la grande différence entre les humains et les machines, et même avec les animaux? La polysémie. La polysémie. Est-ce que Je pense que la pragmatique joue pas mal sur la polysémie, en fait, parce que quand vous prenez par exemple, si je vous dis l'écharpe rouge vient de partir, en tant qu'humain, nous voyons tout de suite de quoi ça parle. Et en fait, c'est très difficile de voir comment toutes les possibilités. Par exemple, si on a une intelligence artificielle, par exemple, il faudrait lui dire toutes les possibilités de référence qui j'ai donné. Par exemple, aujourd'hui, je suis la chemise bleue, je suis la lunette
je sais pas quoi, je suis la face graduée, je suis les cheveux hirsutes. Chacun peut, par exemple, si quelqu'un dit les cheveux hirsutes viennent de sortir, on sait qu'il parle de moi et pas de Blaise qui est bien peigné, par exemple. Ouais. Et ça, les humains voient ça tout de suite, alors que pour pour une intelligence artificielle, par exemple, il faudrait vraiment dire qu'on peut référer à une personne en utilisant X, Y, Z pour qu'elle puisse voir par exemple, le président américain, Donald Trump, l'ancien président américain, le milliardaire, etc. Tout ça, ça va référer à la même personne et la machine peut retrouver ça assez bien. Mais par exemple, la première fois que quelqu'un a dit bébé orange ou bien ce genre de choses pour référer à Trump, un humain comprend tout de suite, mais pour la machine, il faut lui dire ça pour qu'il retrouve ça. Du coup, c'est effectivement ce genre de choses-là. Ça va être très difficile à réaliser. Oui, probablement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est probablement euh, entre le locuteur, enfin entre l'émetteur et le récepteur du message, c'est la réalité commune partagée qui fait qu'ils se comprennent, malgré la polysémie des mots. Donc la polysémie des mots fait référence en fait à, à des réalités Non, très non. différentes. Mais je pense que quand il parle de ça, je pense que c'est plus le caractère par exemple, la polysémie se gère assez bien avec l'intelligence artificielle. Oui, oui, oui. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ce qui est difficilement gérable, c'est que, par exemple, supposons vous, moi et un robot, par exemple, qui a une base de données sur tout ce qu'il y a à savoir sur le monde. Vous et moi, si on discute et qu'on dise ballon de baudruche orange ou quelque chose comme ça, on peut tout de suite voir récupérer que c'est Trump. Pour le robot, ça va être très difficile, même s'il a toutes les données sur Trump, qui est bronzé, qui a un bronzage artificiel, qui a des cheveux, etc., etc. Parce que nous, notre cerveau fonctionne comme suffisamment. En fait, nous avons un sens pragmatique qui est tel que nous récupérons pas mal de. Effectivement, techniquement, c'est pas de la polysémie, c'est plus pour J'en profite. C'est pas de la responsabilité. On n'a pas de la responsabilité qui était peut-être un exceptionnalisme humain. Je voudrais peut-être une critique peut-être que je peux apporter à ça, c'est que dans quelle mesure la responsabilité humaine vis-à-vis du monde vivant, par exemple, elle n'est pas immédiatement perceptible. On s'intéresse au monde vivant beaucoup aujourd'hui parce que il est, en tout cas dans notre société, c'est peut-être pas le cas dans toutes les sociétés, parce que ça devient une menace. Donc on s'y intéresse non pas par responsabilité, mais parce qu'on y voit une menace pour notre mode de vie. Et pour moi, ça procède pas de la responsabilité. Voilà, c'est juste un petit commentaire que je voulais faire, mais je suis d'accord avec toi sur l'idée qu'il y a cette notion de responsabilité, c'est quelque chose de très important. Il faudrait en parler, on a toute une séance là-dessus. Alors, il est 8 heures, donc pour ceux et pour celles qui ont besoin de partir, vous pouvez évidemment partir, mais il y a encore 2 questions de Thiès, si Étienne, ça ne te dérange pas de Ah non, moi je prendre reste. encore un tout petit peu de temps, mais bien sûr, si vous avez besoin de partir, Il n'hésitez n'est même pas 20 heures, hein, il Sinon- est 59. Et sinon, dans 5 minutes, on boucle la séance. Alors, deux dernières questions de Thiès. Pour la première, l'intelligence artificielle pourrait-elle permettre à l'Afrique de rattraper son retard dans les divers domaines porteurs du développement? Et quel apport de l'IA dans le développement de l'agriculture ainsi que la résolution des maladies des plantes? Oula. Là, ça commence à être difficile pour moi de répondre à ce genre de questions. C'était quoi la première? C'était, ah oui, est-ce que sur le développement de l'Afrique, l'IA, je pense que par exemple, l'événement des téléphones portables, a été un gros avantage pour l'Afrique.
j'imagine, non? Parce qu'il n'y avait pas des réseaux développés comme il y avait en Europe. Donc, ça a été une technologie qui a été intéressante pour le développement de l'Afrique. Donc, c'est possible. Je pense que tout dépend comment l'IA et comme tout, hein, tout dépend comment l'IA est utilisée et contrôlée par qui et comment par qui elle est développée, etc. Il n'y a pas d'IA universelle, je ne crois pas. Il y a toujours une IA qui est ancrée dans qui est le produit d'une culture. Donc, ça peut dépendre. Et puis, par rapport aux maladies, c'est ça, les maladies des plantes, on n'en est pas encore là, je crois. C'est compliqué. Je pense qu'à l'université, justement, je sais qu'à Kaolack, du coup, des universités sénégalaises, c'est une université agricole, ils utilisent pas mal d'intelligence artificielle pour l'agriculture. Oui, non, bien sûr, non, mais c'est un outil de recherche très important et qui peut aider à beaucoup de choses. Comme beaucoup d'outils dans le monde. L'agriculture est un domaine où le progrès technique a fait évoluer considérablement les choses, évidemment. Et donc, il n'y a pas de raison que l'IA ne le fasse pas non plus. Je n'ai pas plus de compétences que ça. Sinon que de pointer vers Kaolack. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous en ligne et du coup en personne. Donc la semaine prochaine, on aura la chance d'avoir la séance diffusée directement depuis Thiès. Je vais vous le dire. Avec un public en présentiel à Paris. Et donc la séance sera animée par Miro Ndiaye, qui est économiste à l'université Iba Der Thiam et qui sera donc en discussion avec Béatrice Cointe du côté de l'ENSPSL sur changement climatique. Quels avenirs pour les négociations internationales? Voilà, on a 2 séances d'affilée avec 2 économistes, donc en dialogue entre Paris et Thiès. Eh ben, moi, je remercie à tous pour votre attention. Hein. Merci à Aliba pour ses commentaires. Merci à vous d'avoir d'être venu jusqu'ici et de ne pas avoir fait que du virtuel. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.